Voilà, je voudrais tout d'abord remercier Madame Roussy et Finkelstein de m'avoir permis de participer à cette conversation, ce débat. Pour moi, c'est vraiment une chance, je trouve, parce que les occasions sont rares d'avoir des débats comme ceci. Et je vous remercie de la manière dont vous avez organisé ces discussions et laissé largement la place aux échanges. Euh, je vais essayer de contribuer, enfin d'enrichir le dialogue, peut-être de le complexifier et peut-être aussi d'apporter une note malheureusement euh, moins encourageante ou encore plus inquiétante en parlant de la possibilité que les altérations épigénétiques soient transmises à travers les générations et puissent expliquer en partie, parfois, peut-être en totalité dans certains cas, on ne le sait pas encore, des symptômes, la transmission de symptômes aux descendants. Première génération, deuxième génération et peut-être voire plus. L'apport que je voudrais faire aussi, c'est distinguer, ajouter aux présentations qui ont été faites sur l'aspect prénatal, ajouter tous les aspects postnataux, c'est-à-dire qui n'impliquent pas forcément directement la mère, et là, introduire la notion du génome paternel, surtout via les cellules germinales, et dire que les mères ne sont pas responsables de tout, que les pères, par leur patrimoine génétique et épigénétique, peuvent aussi contribuer à la transmission de symptômes à travers les générations. Et bien entendu, si on laisse de côté tout l'aspect comportemental que là, je ne vais pas aborder. Donc, je vais répéter peut-être quelques notions qui ont déjà été discutées, mais notre corps, que ce soit nos cellules somatiques, c'est-à-dire toutes les cellules du corps, sauf les cellules germinales et les cellules germinales, sont sensibles à tous les facteurs environnementaux, que ce soit l'alimentation, les expériences de vie, traumatismes, les drogues, l'alcool, les perturbateurs endocriniens, les polluants environnementaux, mais aussi évidemment, ça n'a pas que des facteurs négatifs, il y a aussi des facteurs positifs. L'alimentation peut être un facteur positif si elle est équilibrée et suffisamment riche en vitamines, sels minéraux en l'occurrence, ou le sport. Et que vraiment toutes les cellules du corps peuvent être altérées dans c'est pas le génome, c'est pas la séquence du gène, la séquence de l'ADN qui va être altérée, parce que manger plus de fruits ou de légumes ne va pas provoquer des mutations dans votre génome, mais c'est vraiment l'épigénome que Valérie a déjà présenté brièvement. Dans la notion d'exposition, il faut vraiment être conscient du fait qu'il y a l'exposition directe et l'exposition indirecte. Dans cet exemple, donc on voit un homme adulte, mais ça pourrait être un enfant, qui est exposé. Donc toutes ces cellules, incluant ces cellules germinales, sont exposées. S'il est, par exemple, exposé à des perturbateurs endocriniens ou de la fumée de cigarette ou la famine. Donc lui-même peut avoir les symptômes, mais également ses enfants. Si c'est une maman qui attend un bébé, donc il y a non seulement elle, ses futurs oocytes, mais les gamètes, les futurs gamètes qui sont dans l'embryon. Donc éventuellement jusqu'à la troisième génération. Donc c'est pas trop surprenant si on voit des symptômes qui correspondent, qui sont reliés à l'exposition dans les petits-enfants de cette dame qui va être exposée. Parce qu'en effet, les cellules germinales vont être directement exposées par le biais du placenta. Donc, c'est une chose, combien de générations peuvent subir les conséquences d'une exposition directe de la mère, semi-directe, on peut appeler ça différemment, mais en tout cas une exposition possiblement du facteur lui-même, mais aussi pour les générations qui viennent après, la troisième, quatrième, cinquième génération. Est-ce qu'il y a une possibilité que dans ces cellules germinales-là qui sont touchées, qui sont exposées, il y ait des modifications épigénétiques qui persistent pendant très longtemps? Donc nous, notre travail, c'était de démontrer qu'en effet, c'est le cas chez la souris. Donc la question est de savoir quels sont les mécanismes épigénétiques qui peuvent être altérés par une exposition à différents facteurs et comment est-ce que les modifications qui peuvent intervenir dans les cellules somatiques ou dans les cellules germinales, comment est-ce qu'elles peuvent être maintenues pendant le développement, pendant toute la vie adulte, rester dans les cellules germinales après fertilisation et être perpétuées de cette façon à éventuellement peut-être conduire à des symptômes qui sont semblables aux symptômes d'exposition directe, mais dans les générations futures.
Donc on n'a pas encore une réponse complète à ces questions, mais on a des éléments de réponse qui permettent de nous dire que certains facteurs épigénétiques sont en effet altérés dans les cellules germinales et que leur altération persiste. Donc ça, c'est un schéma assez grossier donc des différents facteurs épigénétiques. Facteur épigénétique étant un terme où, dans ce cas, je vais utiliser une définition assez large. Ce sont tous les facteurs ou les marques qui sont directement sur l'ADN ou autour de l'ADN et qui modifient l'activité du génome. Souvent, les gens parlent de l'expression des gènes dans l'activité du génome. Et ça, c'est un type d'activité. Le génome peut faire des tas d'autres choses. Il y a la rétrotransposition, par exemple. Il y a des petites parties du génome qui peuvent sauter dans le génome. Donc ça, c'est une partie de l'activité du génome qui est régulée par l'épigénome, qui n'a pas forcément de lien direct avec l'expression des gènes. Mais en fait, quand les facteurs épigénétiques régulent des tas de choses au niveau du génome, non seulement l'expression des gènes, mais d'autres choses qui sont importantes pour la fonction des cellules. Donc, grossièrement, les mécanismes épigénétiques qui ont été les plus étudiés pour différentes raisons, parce qu'il y a les méthodologies, parce que c'est ceux qui sont les plus faciles à comprendre et à étudier, c'est la méthylation de l'ADN. Donc, c'est directement sur l'ADN lui-même, addition d'un résidu méthyle. Modification des protéines histones, donc vous voyez ces protéines, elles sont complexes, elles ont un cœur et puis différentes protubérances qui peuvent être modifiées mais de milliers de façons. Et il y a même un code de protéines histones qui peut être variable d'une place à l'autre dans le génome et d'une cellule à l'autre, bien entendu, en fonction de l'état de la cellule. Mais il y a aussi les ARN non codants. Donc ça, on peut toujours discuter si on considère ça épigénétique ou pas. Classiquement parlant, non, mais si on tient compte du fait qu'ils modifient l'activité du génome, on peut les considérer comme des facteurs épigénétiques. Et là, la complexité est énorme également parce qu'il y a des petits ARN, il y a tout un peuple de petits ARN, il y a des longs ARN qui peuvent être dans le cytoplasme et dans le noyau des cellules. Donc ça, c'est schématiquement un neurone, mais toute cette machinerie épigénétique existe aussi dans les cellules germinales. Donc dans les oocytes et dans les oocytes et dans les spermatozoïdes, parce que c'est la question qui nous intéresse. Est-ce que les facteurs épigénétiques dans les cellules germinales peuvent être modifiés? Et si oui, est-ce que les modifications peuvent être maintenues et avoir des conséquences fonctionnelles pour la progéniture? Donc c'est une question qu'on s'est posée, et là j'ai essayé de modéliser un tout petit peu la question. Donc, le concept est qu'il y a une exposition à un traumatisme ou à des facteurs variables qui vont provoquer des modifications dans le bagage épigénétique de toutes les cellules qui vont être exposées. En l'occurrence, si c'est un traumatisme, ça peut être toutes les cellules du corps, et incluant les cellules germinales. Là, par exemple, les cellules de spermatozoïdes, et que si les cellules de spermatozoïdes, ça, ce sont des tubes séminifères dans les testicules, si ces cellules spermatozoïdes ont des modifications épigénétiques qui sont persistantes, on peut s'imaginer que ça puisse être transféré de génération en génération. Parce que contrairement à la génétique mendélienne, il n'y a pas vraiment de dilution des facteurs épigénétiques, parce qu'il y a des mécanismes qui permettent de copier les facteurs épigénétiques, en tout cas pour la méthylation de l'ADN et les modifications des protéines histones. C'est sûrement le cas aussi pour l'ARN. Les cellules sont capables de copier un code épigénétique d'une cellule mère à une cellule fille. Donc il y a une reproduction quasi en totalité du bagage et du profil épigénétique. Ce qui n'est pas le cas avec le génome, parce qu'à chaque fois il y a une division, il y a un mélange des génomes du père et de la mère, et une dilution. Donc, pour ce qui concerne la psychiatrie, bien entendu, voilà, des facteurs de traumatisme, que ce soit la négligence émotionnelle, l'abus physique, sexuel, l'humiliation, des gros traumatismes dus à des événements familiaux ou politiques ou de conflits dans certains pays, peuvent conduire à l'expression de nombreuses maladies psychiatriques qui souvent perdurent pendant toute la vie, mais peuvent être aussi décelées chez les descendants sur de nombreuses générations. Et qu'aujourd'hui, malgré des tas d'études d'associations génétiques, on n'a pas encore de gènes de la dépression, de la schizophrénie. Je pense que maintenant c'est clair pour tout le monde que c'est vraiment une combinaison entre un bagage génétique et épigénétique. Donc la manière dont on a essayé de modéliser ça, c'est développer, il y a une vingtaine d'années, un modèle qui essayait de vraiment se coller le plus possible à la vie réelle
dans des familles dissociées, par exemple, où ce que l'on fait de façon quotidienne, c'est que l'on sépare les petits de leur mère, mais de façon imprévisible. Donc il y a énormément d'imprévisibilité. Les petits savent que quelque chose qui va être séparé de leur mère, mais ils ne savent pas quand. Et pendant la période de séparation, qui est de 3 heures par jour pendant 2 semaines, la mère est également stressée de façon imprévisible dans des paradigmes comme ça différents. Donc un stress énorme, que ce soit physiologique, émotionnel, de lien, de contact petit et mère. Et ceci, on examine les effets à travers de nombreuses générations, à chaque fois croisant les animaux qui ont été exposés, là en l'occurrence la lignée paternelle, mais on a aussi fait la lignée maternelle, et essayer de voir quelles sont les conséquences sur plusieurs générations. Donc je vais vous montrer en quelques images le résultat de quasiment 20 ans de travail qui montre que les animaux qui ont été exposés à ce genre de traumatisme, qu'on appelle MSUS, c'est une abréviation pour stress, séparation maternelle imprévisible, combiné avec du stress maternel imprévisible, les animaux ont beaucoup plus de prise de risque. Et on voit que, bon, on a testé ça sur différentes tâches, je n'ai pas le temps de détailler, mais on voit que ça persiste jusqu'à la 6e génération. Les animaux sont également dépressifs. On voit une perpétuation des symptômes dépressifs jusqu'à la 3e génération. Ensuite, on ne voit plus ces phénomènes de dépression. Mais il n'y a pas que il y a d'autres comportements comme la mémoire, les comportements sociaux. On a utilisé toute une batterie comportementale, mais il y a de nombreux symptômes comportementaux, d'altération comportementale qui persistent jusqu'à la 3e, 4e, ou voire 5e génération, ou même 6e. Le poids et le métabolisme sont également fortement perturbés, le métabolisme des glucoses, le métabolisme des lipides. Et on a fait une étude récemment sur l'os, parce que j'ai une collègue dans le département qui travaille sur la régénération des os. Et on a vu que la densité des os, la qualité des os était aussi perturbée chez la progéniture directe. On n'a pas fait d'analyse à travers la génération pour le moment. Le microbiome est également perturbé chez ces animaux et leur progéniture. Donc pour ce qui concerne les facteurs épigénétiques, comme vous avez vu, il y a de nombreux facteurs épigénétiques. C'est difficile dans ce cas d'études de tous les étudier. Donc on s'est concentré sur un certain nombre de facteurs. Et ces dernières années, on s'est concentré surtout sur les ARN, les petits ARN et les longs ARN, plutôt que sur la méthylation de l'ADN. Parce qu'avec la méthylation de l'ADN, comme on discutait plus tôt, l'effet de causalité est moins évident à établir qu'avec les ARN. On a fait des études d'ARN petits et grands, et là je vous montre juste une diapositive qui résume en gros ce que l'on a observé, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses cellules, que ce soit les cellules germinales, là en l'occurrence les cellules de spermatozoïdes, mais dans le sérum et dans le cerveau, des altérations de certains petits ARN. Là j'en montre juste quelques-uns, mais maintenant on a une signature de micro-ARN qui est beaucoup plus importante. Ils sont modifiés dans différentes cellules, différentes parties du corps, de façon différente, parce qu'ils sont aussi régulés de façon différente dans ces parties du corps, mais d'une façon générale, voilà, les ARN sont perturbés de façon importante dans différentes cellules de l'organisme, non seulement chez les animaux directement exposés, mais également dans leur progéniture. Et on a fait une étude de causalité où on a pris l'ARN de cellules de sperme de mâles qui a été traumatisé, qu'on a injecté dans un oocyte de souris contrôle pour générer la progéniture, et on a pu récapituler, reproduire certains symptômes dans cette progéniture. Donc on a des expériences de cause à effet qui montrent que l'ARN qui sont contenus dans les perturbations d'ARN qui sont contenues dans les cellules germinales contiennent un message qui est responsable de la perpétuation des symptômes. Je voudrais vous montrer également, vraiment rapidement, quelques-unes des études qu'on a menées récemment pour essayer d'avoir une validation de nos données chez l'être humain. Pour les différentes raisons qu'on a abordées, l'hétérogénéité génétique, la complexité d'avoir des cohortes qui soient homogènes et qui soient accessibles, on a utilisé une ressource par le biais d'un de mes postdocs, Ali, il est là, qui est lui pakistanais, de Lahore, qui est la ville où, dans les années 70, les villages SOS d'enfants, SOS Children's Village, a été créé. Maintenant, il y a de nombreuses
branche de cette fondation qui existe partout dans le monde. Et ce que nous avons fait, c'est établir une cohorte, rassembler une cohorte d'enfants traumatisés qui ont subi des choses qui sont le plus similaires possible à notre modèle animal, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur père et ont été séparés de leur mère. Et on a assemblé une cohorte d'environ 100 enfants. On leur a fait remplir des questionnaires de traumatisme et comment ils se sentaient au niveau de physique, mais aussi mental, leur peur, leur anxiété, etc. Et on a prélevé leur sang et leur salive qu'on a transporté à Zurich pour faire des analyses épigénétiques avec exactement les mêmes marqueurs qu'on a utilisés ou qu'on avait identifiés comme étant altérés dans notre modèle animal, dans différents organes, différentes cellules. Et les premiers résultats, oui, je voulais, pour ce qui concerne l'hétérogénéité génétique, c'est un des avantages de travailler avec une population pakistanaise, c'est qu'il y a beaucoup de consanguinité et par conséquent, le génome est plus homogène que partout ailleurs dans le monde. Donc c'est un avantage quand on travaille avec des facteurs épigénétiques. Nos souris, elles sont isogéniques, elles ont toutes le même génome. Donc on se facilite la tâche pour regarder les marqueurs épigénétiques parce que leurs génomes sont tous semblables, c'est comme tous des vrais jumeaux. Dans la réalité, avec l'être humain, c'est une difficulté qu'on a essayé de limiter, en tout cas en ayant ce genre de cohorte. Et ce qu'on a observé, on a pu valider donc les perturbations, enfin les symptômes psychiques, psychiatriques chez ces enfants, les altérations du métabolisme des lipides en particulier, mais également le glucose. Et on a pu aussi reproduire les altérations des micro-ARN dans le sang de ces enfants et dans la salive. Et plus récemment, on a eu aussi accès à une cohorte, à des échantillons de sperme humain d'un laboratoire d'analyse où on a eu accès à une centaine d'échantillons d'hommes qui ont rempli les questionnaires. Et chez ces hommes, il y en a certains qui n'ont eu aucun trauma, certains qui ont eu un trauma, CTQ1, et d'autres 2 traumas. Et on a fait des analyses épigénétiques sur les marqueurs de micro-ARN que l'on avait identifiés comme étant associés avec le traumatisme. Et on a pu reproduire des altérations qui semblent en plus proportionnelles au nombre de traumatismes dans le sperme de ces hommes pakistanais. Et je crois que c'était... Oui, j'avais une petite diapositive là, sur la perspective, mais ça, on peut intégrer ça dans la discussion. Voilà. Merci Isabelle Mansuy.